Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce vendredi 4 février. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Destination Pékin, dès le début de ce journal, avec l'ouverture officielle des Jeux Olympiques d'hiver et le traditionnel défilé des délégations du monde entier. Nos représentants sont entrés dans le stade olympique dans les toutes dernières positions selon l'alphabet chinois. Nos envoyés spéciaux reviendront sur l'ambiance et les mesures sanitaires qui entourent également cet événement planétaire. Les sports toujours et la semaine européenne de tous les possibles pour notre équipe de basket. 2 matchs à l'extérieur, 2 victoires avec hier un succès renversant à Belgrade qui installe la Roca Team dans le grand 8 du classement, synonyme à ce jour d'une qualification pour la phase finale. Résumé et réaction dans un instant avec Frédéric Elliott. Et puis nous parlerons ce soir économie avec 2 secteurs bien distincts face à la crise. Le monde de l'intérim tout d'abord et son rôle sociétal. Aujourd'hui face à l'offre et à la demande, le directeur d'Adecco à Monaco, Renaud Durand, sera notre grand témoin. Et puis nous ferons l'état des lieux dans le cadre de l'aviation d'affaires avec Thierry Boutsen, l'ancien champion de Formule 1, reconverti aujourd'hui dans le domaine de l'aviation privée. Il nous dressera le bilan de près de 2 ans d'expérience face à la situation sanitaire et l'attention portée aujourd'hui par le gouvernement sur les secteurs du luxe, justement avec 2 nouvelles lois en tout cas, qui concernent le renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Mais tout d'abord, avant d'évoquer les débuts des Jeux Olympiques d'hiver, on vient de l'apprendre, Madame Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du Comité olympique monégasque, a été officiellement nommée secrétaire d'État par décision du prince souverain. Elle succède à Jacques Boisson. La cérémonie d'ouverture, justement, des Jeux d'hiver a donc eu lieu dans le célèbre nid d'oiseaux de Pékin ce midi, la même où avait été donné le coup d'envoi, on s'en souvient, des Jeux d'été en 2008. Et comme à Tokyo, l'an dernier, pour les Jeux d'été, cette 24e Olympiade se déroule en pleine crise sanitaire. Pour éviter tout risque de contamination, le comité d'organisation a mis en place une série de mesures drastiques. On rejoint sur place Émilie Rousseau. Émilie, c'est vraiment un casse-tête auquel ont dû se plier les athlètes depuis leur arrivée. Oui, on peut dire que c'est déjà la première épreuve des Jeux, accéder à la bulle sanitaire, et les mesures sanitaires ont débuté bien avant l'arrivée des athlètes sur le sol chinois. On vous dit tout dans ce reportage signé avec Alexandra Marangoni. L'accueil peut paraître surprenant. Des bénévoles en combinaison, masqués, visière vissée sur la tête et lunettes de protection. La politique zéro Covid menée par la Chine est visible dès l'atterrissage à Pékin. Si les mesures imposées à Tokyo pour les Jeux d'été étaient uniques, celles de Beijing sont encore plus drastiques, mais justifiées par le groupe d'experts médicaux des Jeux Olympiques. To do that, we have built on the lessons learned not just from the Tokyo Olympics, but from sporting events all around the world in the last year. And we're essentially using the same systems to ensure that Beijing will be safe. But our priority in all of this has been to ensure the Games will be held safely. They will be safe from the point of view of all those participating, and very importantly, they will be safe for the Chinese population as well. Toutes les personnes accréditées, qu'elles soient athlètes, entraîneurs, staff technique, officiels ou membres des médias, ont dû se plier à ces mesures qui ont débuté bien avant leur arrivée en Chine. Le plus important est de pouvoir participer avant tout. Les mesures qui nous ont été imposées nous ont été communiquées bien en amont, évidemment. Nous avons dû remplir sur une application smartphone toutes nos informations de température, de localisation, ainsi que des règlements de douane auparavant. Et sans ça, nous ne pouvions pas de toute façon partir, ainsi que des tests PCR qui devaient être validés par l'organisation, avoir le fameux Green QR Code que tout le monde ici enviait. Et donc une fois que nous avions tout cela, effectivement, nous avions l'accord de pouvoir embarquer dans l'avion. Un avion spécialement affrété, avec à son bord que des personnes accréditées pour les Jeux de Pékin. À l'arrivée, prise de température, 2 tests buccales et nasales assez poussifs. Un geste qui se renouvellera au quotidien car il est demandé d'effectuer un test PCR chaque jour et de rentrer sa température dans une application. Le port du masque est bien évidemment obligatoire pour vivre dans ce monde parallèle qu'est la bulle sanitaire. Un monde sans interaction avec la population extérieure et d'où il est impossible de s'extraire. Émilie Rousseau et Alexandra Marangoni à Pékin.
La crise sanitaire d'ailleurs au cœur des discussions au plus haut niveau et notamment hier lors de la 139e session du Comité international olympique dans la capitale chinoise, session à laquelle a participé le prince Albert II en tant que membre du CIO. Le président du Comité olympique, lui, a rappelé l'importance de cette Olympiade. Selon le président, c'est une Olympiade porteuse d'un énorme potentiel pour les sports d'hiver partout dans le monde. Une occasion en tout cas unique pour mobiliser une toute nouvelle communauté de passionnés de sport. En Chine par exemple, 300 millions de personnes s'adonnent désormais aux joies des sports de neige et de glace. Un chiffre en très nette hausse dans un pays, on le sait, à très fort potentiel. Sport toujours, en basket, la très belle semaine pour notre équipe de basket. Après son succès à Athènes mardi soir, la Roca Team a remonté un déficit de 20 points hier pour renverser l'Étoile Rouge de Belgrade dans sa salle. Une victoire 91-80 qui permet à Monaco aujourd'hui d'intégrer le top 8. Le résumé de la rencontre, il est signé Frédéric Elion. La Roca Team devait faire un sans faute cette semaine pour maintenir son rêve de top 8, un périple parfaitement négocié, avec 2 victoires à la clé à Athènes, puis à Belgrade hier soir. Et voilà Monaco de retour à l'équilibre, avec un bilan de 12 victoires et 12 défaites et une 8e place au classement. Dans la chaude ambiance presque hostile de la mythique Ala Pionir, désormais appelée Ala Aleksandar Nikolic, les Monégasques sont au contact en début de match. 13 partout après 5 minutes sur ce tir de Yacouba Ouattara. À 3 points au buzzer. Puis le trou noir, un 13-0 encaissé en 3 minutes. Avec une belle adresse longue distance pour l'Étoile Rouge, 4 sur 8 à 3 points, 30-16 pour Belgrade après 10 minutes. Ils se régalent sur les shoots à longue distance, les joueurs de l'Étoile Rouge. L'écart monte à plus 20 dans le deuxième quart-temps sur cette nouvelle réussite à 3 points d'Austin Hollins, meilleur marqueur côté serbe avec 19 points. Dwayne Bacon, 17 points. Et Alpha Diallo en mode couteau suisse, 9 points, 7 rebonds, 4 passes, 3 interceptions. Prennent alors les choses en main pour réduire l'écart avant la mi-temps. Plus 10 Belgrade, 52-42. Monaco montre un tout autre visage en deuxième période et hausse le curseur en défense. Une action illustre ce changement d'intensité. Interception de Paris Lee. De l'autre côté du parquet, Mottier Jounas, MVP de la rencontre avec 20 points et 6 rebonds, conclut près du cercle. La Roca Team passe devant sur ce gros tir clutch de Mike James, 10 points, 6 passes. Mottier Jounas enfonce le clou, lui aussi à 3 points, plus 5. Et Will Thomas scelle la victoire sur ce dunk, 91-80. La passe de Donatas Mottier Jounas. We found a way, especially in the second half, to control them, first defensively, and then on the end, also finding a good shots in offense. Happy for these guys, happy for, all this, good, nice trip, they gave me, so let's go. We still need to dream a little bit this top 8, and every game, dream has to be even more clear. Monaco est dans le top 8 et aura l'occasion de consolider sa place jeudi à domicile face aux Žalgiris Kaunas. Et pour votre premier point info ce soir, Frédéric, on reste dans le sport avec le football à la veille d'une très belle affiche au Stade Louis II. Demain donc, en Ligue 1, Monaco-Lyon. Bonsoir Christophe, effectivement Monaco-Lyon, un duel entre 2 équipes programmées pour jouer le podium en fin de saison. 2 formations qui se suivent de près au classement puisque Lyon 7e précède Monaco d'1 place et d'1 point au classement. Les Lyonnais restent sur une victoire référence face à Marseille alors que les Monégasques voudront relancer la machine après une défaite à Montpellier. C'est un match naturellement important contre une belle équipe, avec beaucoup de qualités aussi, avec quelques bons transferts aussi la dernière semaine. Mais ce n'est pas le match décisif, il y a encore 15 matchs après ça. Mais naturellement, nous voulons gagner tous les matchs et essayer de prendre les 3 points. Côté lyonnais, les recrues Fèvre et Ndombele sont dans le groupe. Golovin, malade hier, est incertain côté monégasque. Et l'AS Monaco qui apporte son soutien à la délégation monégasque présente à Pékin. Via une vidéo sympa publiée sur les réseaux sociaux du club, on y voit Bouba, la mascotte de l'ASM, réaliser une belle série de sauts et de tricks sur les skis.
3 athlètes sont à Pékin pour représenter la principauté, Arnaud Alessandria en ski et les bobeurs Rudy Rinaldi et Boris Vian. On termine, Frédéric, par ce changement dans l'organigramme de Peace and Sport. Après 8 années passées en tant que directeur général de Peace and Sport, Laurent Dupont a quitté ses fonctions lundi pour rejoindre un groupe international basé à Paris, Jean-Jérôme Perrin-Mortier, qui a entraîné les équipes de canoë-kayak d'Afrique du Sud, du Togo et d'Azerbaïdjan aux Jeux Olympiques de 2008, 2012 et 2016, le remplace. Et sur Monaco Info, dans votre journal, on va s'arrêter ce soir sur les conséquences de la crise sanitaire et économique dans 2 secteurs bien différents. Le domaine de l'intérim dans un instant, mais sans plus tarder, gros plan sur le secteur de l'aviation privée avec Thierry Boutsen, l'ancien pilote de Formule 1 devenu une référence dans cette activité bien particulière et à la tête aujourd'hui, vous le savez, de Boutsen Aviation. Thierry Boutsen, bonsoir à vous. Bonsoir. On va parler d'un secteur qui vous est cher aujourd'hui, vous l'ancien champion de Formule 1, bien sûr, c'est l'aviation, c'est votre domaine avec Boutsen Aviation. C'est un secteur qui a dû souffrir, comme beaucoup de secteurs évidemment d'affaires, de la crise au tout départ. Comment s'est adapté aujourd'hui et comment se situe votre marché à vous dans l'aviation d'affaires ? Alors c'était assez rocambolesque parce que quand le Covid est arrivé fin 2019, en Chine, en Inde, dans ces pays là-bas, il y a eu un lockdown complet et les avions ont commencé à être cloués au sol, ne pouvant plus voler. Donc on a été presque obligé d'arrêter toutes les transactions en cours. On avait 2 gros deals en cours avec l'Inde et avec la Chine, c'était annulé carrément. Et puis petit à petit, le monde entier est passé en lockdown dont notre activité s'est complètement arrêtée. Je dirais dans les 9 premiers mois de l'année 2020, on n'a vendu aucun avion. Donc au lieu d'en vendre je dirais, entre 1 et 2 par mois, mais on était vraiment cloués au sol comme les avions. Et au mois d'août, quand les sanctions, les restrictions ont été levées petit à petit, eh bien le business a repris. On a commencé à réavoir une activité, je dirais un petit peu plus normale, mais c'est parti petit à petit. Finalement, ça s'est bien terminé. Et depuis lors, on a une reprise qui est assez spectaculaire à tel point que on ne trouve plus beaucoup d'avions en vente aujourd'hui. Ils sont tous partis, tout a été vendu, les gens se sont précipités sur les bonnes affaires. Il y en avait beaucoup du fait que le commerce s'est complètement arrêté, les prix ont baissé de 20 à 30% dans certains cas. Donc les bonnes affaires étaient là, les acheteurs se sont rués dessus et maintenant on est un petit peu en panne d'avion. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est en pleine phase de relance pour ce secteur de l'aviation privée. Vous l'avez dit, on a acheté des avions qui étaient restés parqués pendant trop longtemps. De par la crise, beaucoup de sociétés se sont dit bon, on doit récupérer du cash donc on va vendre l'avion. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'avions qui sont arrivés sur le marché et maintenant on assiste à une reprise assez fulgurante avec une remontée des prix, avec une activité qui est pratiquement supérieure à tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc on est dans une phase de croissance, mais on atteint, je crois, le sommet de cette phase parce qu'on n'a plus d'avions en vente, en fait, plus beaucoup. Donc il faut prendre un petit peu notre mal en patience. Dans un sens, c'était pour la vente, maintenant c'est pour l'achat. Vous nous dites ce soir sur Monaco Info que c'est un secteur aujourd'hui qui est justement dans une phase très très positive, qu'il est difficile, presque impossible de trouver un avion privé aujourd'hui, un jet privé, pour pouvoir évidemment se déplacer plus facilement qu'avec des vols souvent complets ou quand on a peur du Covid, qu'on voyageait, quand on a beaucoup d'argent bien sûr, un peu plus confortablement. Il y a beaucoup de raisons à cela, beaucoup de raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voyager sur des distances qui sont parfois courtes, parfois très 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 longues. Et le manque de possibilités avec les avions de ligne fait que certains se sont retournés vers le monde de l'aviation d'affaires. Beaucoup de gens ont peur du Covid aussi, donc préfèrent voyager en avion privé avec les personnes qu'ils choisissent auprès d'eux dans l'avion pour éviter de prendre des risques. Donc on a un gros changement dans la façon dont les gens voyagent aujourd'hui, que ce soit avec les avions de ligne ou avec les avions privés, en faveur de l'aviation privée bien sûr. C'est quelque chose d'abordable quand même, un avion, vous avez dit à 30% moins cher, ça coûte combien un jet, j'allais dire, de 7-8 personnes? Oh, c'est très très variable, c'est un peu comme dans le yachting, dans les bateaux, ou même dans les appartements, on trouve des petits appartements, des grands appartements, dans les avions c'est pareil. Le minimum qu'on doit mettre pour avoir un avion, ça va courir dans le million de dollars, et puis ça peut monter jusqu'à, je dirais pas l'infini, mais ça peut aller très très haut.
On parle d'avions d'affaires, ce sont des outils de travail, ce ne sont pas des objets qu'on utilise pour passer les vacances. Hein. On les utilise pour voyager vite, bien aller là où on veut aller, pour gagner du temps. C'est un outil de travail qui est très demandé parce qu'il est très très efficace. Thierry Boutsen, vous avez parlé tout à l'heure de bonnes affaires, de cash, et vous n'êtes pas insensible à ce projet de loi qui arrive en principe de Monaco, mené par Pierre Dartout, le ministre d'État, depuis le début de la semaine. Ces deux projets de loi pour évidemment lutter contre le blanchiment. C'est un secteur, hein, l'aviation, comme l'automobile, la joaillerie, le yachting, évidemment qui est touché, qui est visé. Vous êtes sensible à ces nouvelles normes, à ces projets de loi ? Alors il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que nous faisons toujours très très attention à avec qui nous traitons. Et comme nous traitons, je dirais dans 95% des cas, avec des sociétés qui sont cotées en bourse, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Il est parfois difficile d'obtenir certains documents ou des cartes ou des passeports, de copies de passeports, des choses comme ça. Mais nos dossiers sont tous bien remplis. Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie aussi aux personnes qui travaillent chez nous de remplir toutes les conditions et toutes les demandes. Mais ça fait partie maintenant des choses pour lesquelles on est bien équipé et puis on a l'habitude de le faire. Cela dit, pour Monaco, je crois que c'est très très important et moi je suis en faveur de ce genre de contrôle et de checks qui sont imposés pour éviter justement le blanchiment d'argent et tout ce qui va autour de tout cela. Donc je dirais que ça fait partie des choses par lesquelles on doit passer. C'est le cas dans beaucoup de pays, pratiquement dans tous les pays maintenant. Et on va faire tout ce qu'on peut pour aider à cette continuité. Mais dans notre secteur d'activité, je dirais, il n'y a pas de triche. Il y a très très peu d'acteurs qui sont sur une liste qui n'est pas la liste blanche de Monaco. On n'a jamais rencontré aucun problème à ce niveau-là. Merci mille fois Thierry Boutsen d'avoir répondu sans concession à toutes nos questions. Mais très volontiers. À très bientôt. Et on retrouve Frédéric Ellion pour un nouveau point sur l'information avec cet accord signé à Dubaï. Dans le cadre de sa visite officielle au pavillon monégasque de l'exposition universelle de Dubaï, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, a signé un accord avec la Dubai Health Authority. Cette entité créée en juin 2007 a pour mission d'assurer la surveillance stratégique de l'ensemble du secteur de la santé à Dubaï. Cet accord est destiné à renforcer les liens entre les structures de santé des deux pays. Autre signature entre le CHPG et le doyen de l'université MBRU de Dubaï, un partenariat éducationnel pour l'échange d'étudiants en médecine et l'élaboration de projets de recherche scientifique. Et on passe à cette belle idée pour occuper vos enfants pendant les vacances scolaires. La mairie de Monaco propose à la bibliothèque Princesse Caroline des ateliers de robotique du 7 au 18 février. Ces ateliers vacances d'hiver seront proposés chaque matin entre 10h et midi aux enfants de plus de 8 ans. On termine par le Jeudi des Arts qui s'est déroulé hier soir. Le premier et troisième jeudi de chaque mois, Laurence Genk invite des créateurs à présenter leur savoir-faire dans l'atelier Galerie de Monaco. Cette semaine, la créatrice lyonnaise Sandra Ilger est venue présenter ses créations, des collections de joaillerie aux multiples facettes. Et retour à notre dossier économique de ce vendredi soir. Et comment le monde de l'entreprise traverse aujourd'hui cette longue crise. Renaud Durand, le directeur de la filiale Adecco, est en duplex avec nous ce soir pour parler intérim. Bonsoir à vous. Bonsoir. Il est important de faire le point sur le marché de l'intérim. Vous êtes le directeur de la filiale, je rappelle, à Monaco. Avec la Covid, il y a eu peut-être des hauts et des bas, on l'imagine ? Comme tout secteur d'activité, l'intérim s'est adapté à la crise sanitaire. La crise sanitaire qui nous préoccupe encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi déjà à Monaco, par exemple, dans le secteur de l'intérim, notamment chez vous ? On a des offres d'emploi tout à fait régulières dans beaucoup de domaines d'activité et certains qui sont leaders, comme le BTP par exemple en ce moment. C'est aujourd'hui un intérim, j'allais dire presque digital avec le télétravail à Monaco. Le télétravail a été une des solutions mises en place avec l'accord des autorités monégasques et de la direction du travail, qui a apporté cette souplesse pour l'intérim et pouvoir, bien sûr les secteurs d'activité où le télétravail est possible, autoriser les intérimaires à rentrer dans ce dispositif. Le secteur le plus demandeur aujourd'hui à Monaco ? Je dirais qu'un intérimaire sur deux aujourd'hui est dans le BTP, c'était plutôt inférieur à ça sur les années précédentes. Donc 1 sur 2 dans le BTP et le reste des activités sont couvertes au niveau du tertiaire, de la banque, de l'industrie. Tous les secteurs sont représentés, en tout cas on est présent sur tous les secteurs pour aider les entreprises à recruter.
Au regard des travaux à Monaco, on peut imaginer, vous l'avez dit, hein, vous venez de le confirmer, que le BTP est le secteur numéro 1. Est-ce qu'il y a une pénurie dans ce domaine ou pas? On peut parler de pénurie, alors particulièrement effectivement dans le secteur du BTP, que ce soit sur le gros œuvre, les qualifications du gros œuvre ou du second œuvre. On pourrait citer les électriciens, les techniciens clim, les plombiers, les métiers traditionnels du BTP. Mais on peut également citer d'autres secteurs en pénurie, comme l'IT, au sens large du terme, le digital, dans lequel bon nombre de métiers aujourd'hui ont des postes ouverts et n'arrivent pas à trouver de compétences en fait. Un vrai rôle sociétal, vous l'avez dit, c'est important. Encore plus en cette période de crise depuis mars 2020? Certainement plus, puisqu'on accompagne les intérimaires et on essaye de donner une trajectoire professionnelle à certaines qualifications qui sont forcément en reconversion, parce qu'il y a des métiers qui n'ont pas complètement redémarré. Puis on connaît les actualités dans certains métiers comme l'hôtellerie-restauration, des personnes qui se réorientent et du coup on joue notre rôle aussi de pouvoir créer des passerelles de compétences entre les métiers et développer les compétences manquantes sur le marché de plus en plus. Oui, relancer les employés, relancer peut-être aussi certains rêves, pourquoi pas devenir CDI ou peut-être accéder à un autre poste complètement différent? En fait, on a vraiment deux types d'intérimaires. Il y a les intérimaires qui sont en attente de retrouver un CDI ou un CDD. Donc leur objectif, c'est effectivement d'aller sur des missions qui vont se terminer par un emploi. L'intérim est toujours un tremplin pour l'emploi, on l'a dit, pas seulement pour les jeunes, mais pour tout type de personnes qui vont rechercher. Et puis ensuite, on a une deuxième catégorie d'intérimaires qui, eux, font de l'intérim par choix. Ça peut être tout simplement sur des métiers aujourd'hui, découvrir de nouveaux métiers pour certaines personnes, aller voir différentes entreprises. Vous avez un exemple, peut-être sans être indiscret, de réussite d'un parcours particulier que vous avez pu suivre, vous, par exemple, chez Adecco à Monaco? Alors, sur des parcours, bien sûr, on a des intérimaires qui ont débuté dans certains métiers, qui ont voulu se reconvertir. On les a aidés. J'ai en tête, j'ai une personne qui travaille depuis quelques temps dans le secteur du traiteur, de la restauration au traiteur, et qui a un projet professionnel dans le monde du transport. On lui a fait passer son permis, donc il lui fallait cette, entre guillemets, cette qualification, ce permis pour pouvoir accéder à son idée du moment. Et du coup, il est rentré dans le secteur du transport et de la logistique. Et c'est vraiment ce qu'il voulait faire. Donc oui, on peut accompagner effectivement des transitions de métier en aidant et en jouant notre rôle. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'intérim, comment ça se passe? Est-ce qu'on vient vous voir comme dans un cabinet de recrutement ou est-ce qu'on fait juste à distance, on répond simplement à une petite annonce dans le journal local, sur la télé ou ailleurs ou à la radio? Est-ce qu'on peut venir vous voir et échanger pour avancer le plus vite possible? En fait, on a des personnes qui viennent spontanément nous voir. On a aussi, nous, notre rôle pour aller rechercher des personnes qui sont en disponibilité, qui vont laisser leur CV sur différentes bases. Et puis, on travaille aussi de façon assez étroite avec la main-d'œuvre monégasque, le service de l'emploi. On fonctionne ensemble avec un but très simple, c'est de fournir les compétences pour les entreprises qui en ont besoin et puis donner du travail à ceux qui en cherchent. Très bien, merci d'avoir fait le point avec nous sur l'intérim à Monaco. Merci à vous Renaud Durand, vous êtes le directeur de la filiale Adecco ici en Principauté. Merci à vous. Je vous remercie, bonne soirée. Intérim, travail et vacances aussi bien méritées pour nombre d'entre vous dès ce soir. Qu'avez-vous prévu de faire sur ces 15 jours de congés scolaires? Mer, montagne, maison? Alexandra Pagny et Lionel Bernardi sont allés à votre rencontre. Au ski, avec les enfants, la famille. J'en ai pas envie, puis avec le Covid, c'est quasiment impossible. Oui, partir au Portugal, dans mon pays, pour voir mes amis, la famille. Non, pas spécialement, j'ai des études, donc je vais rester plutôt ici. Non, on reste plutôt sur Monaco et un tout petit peu en Italie. Oui, je pars au ski, à la Plagne. Je resterai là. J'ai de quoi faire. Peut-être Venise ou le Maroc ou encore l'Égypte, le Caire. Je ne pars pas en vacances malheureusement cette année parce que je viens de déménager ici. Mais j'aimerais bien aller quelque part où il fait un peu plus chaud. J'ai toujours froid. Vacances, j'oublie tout. La météo de ces prochaines heures avec vous, Frédéric Elion. Le soleil fera son retour, Christophe, même si la matinée sera plutôt nuageuse, puis le ciel se dégagera au fil de la journée. Les températures seront comprises entre 7 et 13 degrés samedi 5 février. Nous fêterons les Agates. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et la préparation au musée d'anthropologie et de la préhistoire de Monaco d'un colloque en début de semaine prochaine sur les origines culturelles de l'homme dans notre région. Elena Rossoni, notaire, sera notre invitée lundi soir pour vous présenter les toutes dernières recherches en la matière. Le reportage photo, lui, est signé ce soir Stéphane Dana, accompagné
de Mathis Canet-Lorenzi. On se retrouve demain avec Frédéric et Lyon, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous sur Monaco Info.